Bonjour tout le monde, vous regardez Photorapporteur, je m'appelle Mathias Plantard et à l'occasion de la semaine d'ouverture des rencontres d'Arles, je vous amène dans un endroit particulier. L'agence Myope s'est approprié les lieux et propose pas moins de 19 expositions réalisées par ses photographes, tous plus talentueux les uns que les autres. J'ai le plaisir de commencer cette série avec Ed Alcock. Ed Alcock dans Photorapporteur l'interview. C'est parti! Bonjour Ed. Bonjour Mathias. Merci de nous recevoir chez toi, ou en tout cas dans ton espace d'exposition. Merci d'être venu. Tu as vraiment bien investi les lieux. On va comprendre vite pourquoi par rapport au thème que tu abordes ici. Oui. Avant de commencer ça, j'aimerais que tu répondes à ma première question. C'est quoi pour toi la photographie, Ed? Qu'est-ce que c'est la photographie? Pour moi, la photographie, c'est de tenter de raconter ce qu'on a au fond de nous-mêmes. Oui. Moi, c'est ça, en tout cas pour moi, c'est ça qui me motive, d'essayer de raconter ma vie, mon existence. Je compare ça plutôt à des actes qu'on retrouve souvent dans la littérature, surtout la littérature française, l'autofiction, ce genre de mouvement, où on met en scène un peu sa vie et tout en le rendant, ou en tentant au moins, de le rendre universel. D'accord, très bien. Très bien. C'est pour ça qu'on retrouve aussi dans tes photos, à chaque fois, il y a une part de toi. Absolument, absolument. Je pense que c'est toujours présent pour tous les photographes, mais c'est plus ou moins assumé. Ça dépend vraiment du type de photographie. Et du type de photographe. Un photographe qui a envie d'assumer son part à lui dans son travail. Et puis il y a d'autres photographes qui préfèrent rester ou faire semblant de rester derrière l'appareil, ne pas rentrer dans le cadre. Être témoin simple, en faisant ce qu'on peut aussi, parce qu'on est toujours amené effectivement à amener une part de soi. Oui, je pense que c'est important. Et moi j'aime bien l'assumer en tout cas. Et justement, donc, à propos de type de photographie, toi, c'est clairement du documentaire. Quand tu abordes tes portraits ou même tes paysages, il y a ce côté documentaire. Tu valides ça ou... Oui, c'est toujours documentaire. Il n'y a pas de mise en scène. Que ce soit des portraits, on a pas mal de portraits de Britanniques post-Brexit qu'on retrouve ici, et de paysages et de choses que je trouve. Des sortes de nature morte, mais ils sont effectivement trouvés comme ça. C'est presque des found photos dans ce sens. Enfin, d'accord. Il n'y a pas de mise en scène, le petit vase avec le drapeau anglais. C'était vraiment comme ça. C'est pas fait pour la photo en fait. D'accord, mais c'était justement une de mes questions. C'était dans cette photo documentaire. Quelle est la part de mise en scène? Et quelle est la part de laisser aller, quoi? Non, il n'y a pas... En dehors du fait, évidemment, il y a toujours un peu de mise en scène dans la mesure où, même quand on croise quelqu'un dans la rue, tu l'arrêtes. On l'arrête, on parle, on lui demande déjà la permission de se faire photographier, et puis on lui dit mettez-vous ici, mettez-vous là. Mais là, on parle dans un rayon de 10 mètres. Je n'amène pas les gens de l'autre bout de la ville parce que ça va suiter plus mon propos. Non, je les photographie là où je les trouve, mais c'est soit
devant cette mur-là, soit devant ce mur-là. Donc, D'accord. C'est plus ou moins ça. Et Mais après, c'est le minimum ouais. de mise en scène. Et à l'intérieur de cet espace, Ouais. tu les diriges, tu les places, leur fais tenir une stature un peu particulière. Non, Comment non, tu je gères les ce dirige très peu. modèle? Mes modèles, je ne sais pas si c'est mes modèles ou pas. Non, je dirige très peu mes modèles pour Ouais. prendre cette phrase. J'ai tendance à... Je travaille sur pied, qui a Oui, le grand avantage que on peut plus ou moins déclencher... Enfin, donc le cadre est statique. Ouais. On n'est pas comme ça. Donc je sais exactement où est mon modèle. J'attends juste le bon moment. D'accord. Et j'ai tendance à laisser venir le moment qui marche. Ok. Et par rapport à toi, ton placement, par rapport à la personne, tu restes, donc je t'imagine avec ton trépied, Ouais. tu restes quand même derrière l'appareil avec le doigt ou tu as une télécommande qui te permet Je d'être... suis derrière l'appareil. Ouais. Derrière l'appareil. Ouais, ouais. Parce que je travaille avec un profondeur de champ qui est très court. Ouais. Et quand on fait du portrait, même si quelqu'un reste relativement statique, quand ils sont... Enfin, c'est un peu plus facile quand ils sont assis, mais s'ils sont debout, il y a toujours un léger mouvement de va-et-vient. Et du coup, il faut quand même être derrière l'appareil pour que ça soit net Pour ajuster sur les yeux. toujours. Toujours le focus là où il faut. Ouais. D'accord. J'ai une question qui vient de m'échapper. Je l'avais là et ça y est. C'est sans doute une très très bonne question. Oui, non, on parlait d'appareil. Tu travailles avec quoi? Là, actuellement, je travaille... En fait, il y a plusieurs appareils dans cette expo. Toutes les images de reportage sont faites avec un Pentax 645D, donc un Pentax moyen format numérique, Ouais. qui est un appareil assez lourd, assez imposant. Oui. C'est d'ailleurs un peu pour ça que je me suis imposé le pied. Oui. Mais finalement, assez paradoxalement, c'est très agréable à utiliser à cause de cette lourdeur et sa lenteur. D'accord. Pentax ne vont pas être très contents, mais je vais critiquer la technologie parce que c'est très lent. Même la transmission de déclenchement jusqu'à quelque chose sur la carte, il y a en grosso modo 1 ou 2 secondes. Quelque chose dont on n'est absolument plus du tout habitué aujourd'hui avec le numérique. Ouais. Et du coup, on laisse très vite, on arrête avec cette réflexe de regarder toujours derrière, regarder toujours sur le dos. Et donc on retrouve quelque chose qui pour moi est très similaire à la travail en argentique, où on faisait confiance à soi. Une fois que la photo était faite, on savait faire nos expositions, on prenait nos mesures avec un cellule, ce que je fais toujours d'ailleurs. Et puis la photo se faisait quasiment toute seule dans la boîte. Et puis les autres images qu'on retrouve sur le mur en face sont faites, les deux images centrales, donc l'autre portrait et le portrait de ma mère, sont faits en argentique avec un Hasselblad, un vieux 50e. D'accord, très bien. Donc pareil, avec un trépied, c'est des appareils qui nécessitent d'être posés. Oui. Il y a aussi cette profondeur de champ qui peut être très réduite. Ouais. Et du coup, cette nécessité-là d'avoir le trépied pour fixer ça au plus juste. Ouais. C'est pour cette profondeur de champ que tu choisis, par exemple, de travailler avec le Pentax, avec ce moyen format ou c'est à la fois pour ça. Le Pentax, je trouve particulièrement intéressant comme un appareil photo numérique, parce qu'on retrouve quelque chose qui ressemble de manière très proche à des images argentiques. En partie de profondeur de champ, les fichiers quand ils sortent du boîtier sont très plats. Ouais. Et du coup, on a beaucoup plus de dynamic range. Je ne sais pas du tout comment on dit ça en de français. plage dynamique.
du coup, on peut garder vraiment les hautes lumières et les basses lumières, ça c'est très intéressant. Et l'autre avantage, c'est qu'on a des fichiers qui sont 2 à 3 fois plus grands que dans la plupart des réflexes. Du coup, on peut faire des tirages très grands, Oui, ça permet bien plus grands que ça d'ailleurs, oui. sans qu'on voit l'interpolation. Ça c'est très intéressant. On n'est pas encore à la qualité de la chambre. Non, on n'est pas à la qualité des chambres du Mais c'est vrai que le moyen format, c'est déjà un appareil qui nous permet de faire des tirages de très grande dimension. Ouais. Et je pense que ça change aussi quelque chose pour l'acte du portrait en photographie, d'être avec un appareil photo certes un peu imposant, mais sur pied. Même si on est derrière l'appareil photo, comme je viens de dire, on est quand même un peu moins derrière que quand on est à main levée. Du coup, on peut lâcher tout, on peut parler avec le sujet, on peut regarder, on n'est pas collé comme ça en permanence. Et donc ça, c'est juste très intéressant. Et est-ce que c'est d'avoir cet appareil qui oblige un peu à avoir une photo typée documentaire? Parce que j'imagine mal faire du reportage avec un appareil comme ça. Ouais, c'est assez compliqué. Ou est-ce que, peut-être ce qui est davantage le cas, l'appareil découle de l'envie de faire une photo documentaire? Je pense que ça va dans les deux sens. Ouais. Moi, j'aime bien faire une sorte de photographie documentaire qui est relativement posée, enfin, posée dans un sens calme. Je pense que ça, c'est... Oui, ça se sent. Ouais. Je ne suis pas dans une recherche, dans une sorte de frénésie d'action, qu'on retrouve souvent plus chez les photoreporters. Donc, l'appareil photo m'arrange. Et inversement, sans doute, m'influence aussi. Donc, voilà. D'accord, très bien. Je disais, on est chez toi en rigolant au début. Pour cette série, Home Sweet Home, tu nous racontes un petit peu ce que c'est que cette série? Oui, bien sûr. Home Sweet Home. Home Sweet Home, c'est où? Ça fait 18 ans que j'habite en France. Ouais. Et cette question de home m'a toujours un peu taraudé. Je ne savais pas trop où c'était, home. Ouais. Et c'est peut-être en quittant son pays qu'on se rend compte qu'en fait on vient de quelque part. Et puis, il y a eu en 2016 le Brexit. Vote que je n'attendais absolument pas. Oui, ça a été une surprise. C'était une surprise. Du point de vue de la France, c'est vrai que ça a été une surprise. Du point de vue de la France, c'était une surprise. Je pense, même du point de vue de beaucoup d'Anglais, c'était une surprise. Certainement, c'était une surprise pour le gouvernement britannique parce que je pense que David Cameron n'aurait jamais proposé un tel référendum s'il avait pensé que c'était possible que les Britanniques votent en sens inverse. Et du coup, je me suis réveillé le 24 juin en disant « Oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe ?» Donc, mon première réaction, c'était de retourner donc, chez moi, en Angleterre, pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Et c'était le début d'un long road trip, on va dire. J'étais accompagné d'un journaliste du Monde, Louis Humbert. Oui, exactement. Et on a commencé à Glasgow. Et on a descendu jusqu'au sud de l'Angleterre, puis on a traversé de ouest en est sur une période d'une dizaine de jours. D'accord. Surtout en évitant les grandes villes. Parce que... Qui étaient trop marqués. Ouais, ils étaient déjà très couverts. Par les médias dans l'avant-vote. Les médias à la fois nationaux et internationaux ont bien fait des entretiens avec des gens à Londres ou peut-être à Manchester ou dans les grandes métropoles britanniques. Qui étaient quand même, elles, anti-Brexit. Anti-Brexit,
Oui, et du coup, je pense que c'était aussi pour ça que l'impression vue de loin, de la France ou de l'Europe, c'était que c'était inévitablement les Anglais étaient des gens intelligents, cultivés, ils vont voter dans le sens de la raison. Et non. Donc nous, on a voulu voir ce qui se passait dans l'Angleterre profonde et hors zone médiatique. Et donc on a fait ce périple d'environ, ça doit être environ 1300 km, quelque chose comme ça, je ne sais pas exactement. D'accord. Et beaucoup de ces images sont issues soit de cette périple, soit d'autres périples. D'accord. Parce que je suis retourné l'année d'après pour refaire le même trajet avec Philippe Bernard, qui est le correspondant du Monde basé à Londres. Et l'idée, c'était de rencontrer de nouveau les mêmes personnes. D'accord. Pour voir si les choses ont changé dans l'espace d'un an. Et l'idée, c'est de retourner tous les ans pour faire le même route, retrouver les mêmes personnes, et sur une période grosso modo de 5 années, de voir ce qui se passe. Donc, c'est du documentaire à relativement long terme pour essayer de comprendre l'avant, pendant et l'après-Brexit. D'accord. Est-ce que pendant ce road trip, tu t'es focalisé sur une population qui était pro-Brexit ou tu as pris toutes les personnes? Non, pas du tout. Non. L'intérêt était vraiment de découvrir un peu la vie de tout le monde, des gens lambda, on va dire. Et non, il n'y avait pas de jugement. Moi, j'ai mon propre point de vue sur le Brexit. Mais c'était pas de juger les personnes, enfin, ils ont la raison. Sans les juger, ça pouvait être s'attarder plus sur les personnes qui ont voté pour le Brexit et les suivre eux. Non, c'était de suivre un peu tout le monde, de tenter pour avoir un ressenti des deux côtés, un portrait de l'Angleterre aujourd'hui, pour ceux qui ont voté contre, pourquoi ils ont voté contre. Est-ce qu'ils continuent à croire avec le temps que c'était une bonne décision? Quel est le destin pour eux de l'Angleterre? Est-ce que l'Angleterre va sortir toute seule, comme veut croire certains tabloïds britanniques et des petits partis politiques qui se ressemblent un peu au Front National qu'on retrouve en France? Ou est-ce qu'ils se rendent compte de la folie un peu de la décision? Et excuse-moi, je te coupe, parce que là, toi, tu as un avis tranché sur la question. Quand tu pars justement avec Louis Humbert du Monde, qui est journaliste, qui doit aussi avoir un regard objectif. Ouais. Comment vous travaillez tous les deux sur cette partie-là? Parce que toi, tu amènes forcément ta vision, c'est ce qu'on disait au début, ou dans tes photos, on a aussi toi ta perception. Comment vous combinez le travail tous les deux? Je pense que c'est toujours un peu comme ça quand on travaille sur quelque chose de documentaire, de journalistique. On a toujours notre propre point de vue. Et en même temps, il faut être très ouvert aux personnes et les laisser exprimer. Mon but, c'est pas de contrôler ce que pensent les gens, ce que les gens veulent dire. C'est peut-être la manière que moi j'annexe mes photos, des portraits, avec d'autres images. Souvent, il y a une photo là. Ça n'a rien à voir avec le Brexit, mais c'est juste le mot danger qui est écrit sur un mur, ou sur le mur qui est derrière nous, qui dit It has begun. Ça n'a rien à voir avec le Brexit. Oui. Sauf que cette graffiti existe depuis bien plus longtemps que le vote du Brexit. Mais ça amène une lecture différente. Mais ça amène une lecture différente. Donc quand on juxtapose des images, et moi je pense beaucoup à la manière de juxtaposer mes images. C'est comme ça que j'arrive à exprimer ma propre vision. D'accord. Des sujets. D'accord. Merci beaucoup. Merci à vous.
Suite à un problème technique, nous ne sommes pas en mesure de diffuser la suite de cette interview. Nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour ce désagrément. Un petit mot pour conclure. Oui, effectivement, j'ai eu un petit problème pendant l'enregistrement, il me manque un petit bout, mais vous inquiétez pas, vous avez eu vraiment l'essentiel de l'interview avec Ed Alcock. Je tiens d'ailleurs à remercier Ed pour l'entretien qu'il m'a accordé. Je vous invite à aller voir son travail, notamment sur le site de Myop, comme ça vous pourrez en profiter pour aller voir les autres photographes dont l'interview arrive très prochainement. Et puis je vous dis donc à très vite pour une prochaine vidéo Photo Reporter. Ciao!